Bonjour à tous. Nous avons le plaisir pour ce quatrième entretien d'été d'accueillir aujourd'hui le professeur Bernard de Vauchel. Et je suis donc en charge et d'avoir le grand plaisir de le présenter. Ensuite, Marie-Thérèse présentera les deux modérateurs de cette réunion. Et bien entendu, c'est Bernard de Vauchel qui vous entretiendra ce soir de sa présentation qui s'intitule Identité et défiguration. Qui est Bernard de Vauchel? Il est chirurgien des hôpitaux, chef de service de chirurgie maxillofaciale au CHU d'Amiens et professeur émérite à l'Université de Picardie. Il est internationalement connu depuis la première greffe mondiale de visage qu'il a réalisée en 2005 avec son équipe, dont Sylvie Testelin du CHU d'Amiens et Benoît Langelet de l'UCL, Université catholique de Louvain. Il s'agissait d'une greffe de visage chez une jeune femme qui avait été dévorée entre guillemets par son chien. Bernard de Vauchel est membre de nombreuses académies scientifiques, françaises et étrangères, Académie nationale de chirurgie en France, Collège royal de chirurgie à Londres, Académie Léopoldine, c'est-à-dire l'Académie des sciences de Berlin en Allemagne, et il est titulaire de plusieurs décorations, dont la Légion d'honneur. Il est surtout, et c'est beaucoup plus important, fondateur et président de l'Institut Fairface, face s'écrivant au pluriel avec un S, à Amiens, qu'il a créé en 2009 et dont il est le président. Cet institut a comme vocation de contribuer à la formation, à la recherche et à l'information dans le domaine de la chirurgie reconstructrice du visage, que ce soit dans le cadre de pathologies traumatiques, qui sont peut-être les plus connues, mais également dans le cadre de pathologies d'origine tumorale ou dans le cadre des déformations congénitales. Enfin et surtout, son activité chirurgicale l'a amené à appréhender la dimension éthique et morale de la reconstruction du visage, et c'est tout naturellement que cette réflexion a rencontré celle de l'Institut Emmanuel Levinas, que certains d'entre nous connaissent bien. Il est l'auteur en collaboration d'un ouvrage Faire face, faire visage, où la réflexion philosophique et les préoccupations éthiques et morales concernant ces techniques chirurgicales sont largement développées. Et c'est en particulier à ce titre que nous lui avons demandé d'intervenir ce soir sur identité et défiguration. Nous l'en remercions chaleureusement. Merci Bernard de Vauchel. Je donne la parole à Marie-Thérèse Besson qui va vous présenter les modérateurs de cette soirée. Merci Alain Noël. Alors, à nouveau, bonsoir à tous et en particulier à ceux qui viennent de se connecter il y a quelques minutes. Donc, pour accompagner Bernard de Vauchel, comme les autres semaines, nous avons donc deux francs-maçons, une sœur de la Grande Loge féminine de France et un frère de la Grande Loge de France, qui essaieront de faire le lien, et ce ne sera peut-être pas aussi simple que cela peut en avoir l'air, de faire le lien entre eh bien, le travail et les préoccupations de Bernard de Vauchel et les questionnements maçonniques qui peuvent apparaître face à ces problématiques-là. Alors Nadine Huss est biologiste. Elle a été très longtemps, elle a fait partie très longtemps de l'Institut Pasteur de Lille, mais elle est aussi aujourd'hui psychothérapeute et hypnothérapeute. Et donc, elle travaille dans un cabinet privé et je ne doute pas qu'elle ait été confrontée à des problématiques qui pourraient s'apparenter à ce dont on va entendre parler ce soir. Et elle est franc-maçonne, je ne sais plus depuis combien d'années, mais de très nombreuses années. On ne va pas le dire comme ça la maintient plus jeune. Et puis l'accompagne Jean-Jacques Zambrowski. Alors Jean-Jacques, vous le connaissez déjà pour ceux qui nous suivent, puisqu'il était déjà intervenu l'année dernière. Jean-Jacques est médecin, professeur émérite des universités, spécialiste en médecine interne, et il a exercé une grande partie de son activité à l'hôpital Bichat à Paris, mais bien évidemment, il continue encore à exercer et on le voit souvent apparaître sur nos écrans
sur des chaînes de télévision privées pour nous commenter les évolutions de la Covid-19, n'est-ce pas Jean-Jacques? Voilà. Donc, il est aussi vice-président du Collège maçonnique, qui est la structure avec laquelle nous travaillons et qui organisons ces entretiens d'été. Il est l'auteur de nombreux articles sur le symbolisme, la spiritualité, la philosophie, mais il y en a un que peut-être je vais vous citer parce qu'il va intéresser beaucoup de monde, chez Dervy. Il s'intitule « Être vénérable maître, efficace et heureux ». Je suis sûre que ce titre-là va intéresser beaucoup de ceux qui nous regardent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur nos deux médiateurs. Donc, on va laisser la parole à Bernard de Vauchelles. Donc, je vous rappelle simplement que pour poser des questions, vous utilisez l'onglet Q et R. Et c'est donc Nadine et Jean-Jacques qui récupèrent les questions, qui les poseront à Bernard de Vauchelles. Donc, Bernard, vous avez la parole. Je ne sais pas. Voilà. Ravi d'être des vôtres ce soir pour un sujet qui me tient effectivement tout à fait à cœur. Interrogé 3 années après la greffe, ou plus exactement la transplantation dont elle a bénéficié, la première greffée du visage qui avait été interrogée à la télévision s'exprimait de la manière suivante. Je vous laisse voir ce court passage. Voilà, il était donc tout à fait légitime que soit posée la question quelle identité pour les défigurés et au-delà, quel lien unissent ces deux mots, identité et défiguration, qui pourraient a priori apparaître comme un oxymore. C'est le fil rompu par l'accident, la malformation, la tumeur, l'anomalie de croissance que nous nous efforçons en tant que chirurgiens de la face de renouer, qui guidera notre propos au risque peut-être, et vous voudrez bien m'excuser, de choquer par les images qui l'illustreront quand nous concentrerons notre sujet à l'extrémité céphalique, quand bien même il est commode d'extrapoler à l'ensemble du corps. Figura persona, puisant par analogie dans l'étymologie latine des mots, quand tout oppose le mot figura, l'aspect, la forme que l'anatomie a vite fait de concentrer au niveau du visage, et le mot persona, identifiant vite attribué au masque de théâtre, déclinons et illustrons les différentes formes d'identité et de défiguration auxquelles nous sommes confrontés quand tous les unit et les oppose tout à la fois. De l'identité rapportée au visage, et je montre là une photographie faite de la réunion de 1000 portraits pour arriver à cette forme d'idéal d'identité. Donc, de l'identité rapportée au visage, on peut dire qu'elle est tout à la fois ressemblance du sujet par rapport à lui-même, en dépit des accidents du temps, c'est l'image de soi, la mêmeté, invitation que je vous fais de regarder votre photo d'identité sur votre permis de conduire, par exemple, pour noter effectivement toute la différence. Vous reconnaissez-vous vous-même? Appartenance au groupe dans le respect des normes qui le définissent, le rendant ainsi semblable au visage des autres, anonyme en quelque sorte, et non plus exception. Monstruosité, c'est ce qu'on appellera le corps biologique, cette identité sociale, l'indiscernabilité, et puis
l'ensemble des traits qui déterminent le caractère unique d'un individu, son impossible confusion avec l'autre, c'est le corps textuel, ce que l'on appellera l'ipséité. Mais à l'identité de la forme, dont chacun sait qu'elle doit intégrer aussi la quatrième dimension, celle du temps, et l'on fera référence ici aux travaux de ce photographe qui aligne les clichés de son visage pris dans les mêmes conditions 25 années durant, et pourquoi pas, on pourrait regarder aussi les nombreux autoportraits de Rembrandt, c'est substituer une identité génétique qui fait de chacun de nous un sujet unique. À la polysémie du mot identité répond une même polysémie du mot défiguration. Dans son acception commune, le caractère identifiant d'un individu s'inscrit totalement dans l'apparence physique de son visage. Et accréditant cette thèse, un récent travail mené en imagerie, en résonance magnétique fonctionnelle par un collègue américain, pensait que l'absence de réaction des centres nerveux de l'émotion à la vue d'un sujet défiguré est liée à son caractère inhumain. Serait-ce donc l'impensé de la situation pour autrui comme l'impensable de cette même situation pour soi-même qui susciterait cette A-réaction première? À la forme visible, c'est substituer l'informe. Défiguré, le sujet demeure cependant unique et remarquable par de multiples autres traits, une posture, un mouvement, une voix, un caractère qui pourrait exonérer d'en voir le visage. Et à l'exact opposé, la monstration de la défiguration a pu, en son temps, constituer un élément favorisant, valorisant, et nous pensons notamment aux gueules cassées de la Grande Guerre. Nous pensons aux étudiants de ces universités allemandes qui se vantaient de s'être battus en duel, des déformations acquises de nature rituelle, les femmes à plateau, la femme girafe, ou à l'opposé, dans notre propre région, ou dans nos propres régions, la coiffe toulousaine ou la coiffe bretonne, quand on déformait les crânes des nouveau-nés. Bien sûr, nous pourrions parler aussi des piercings, des tatouages, et dans un ordre différent, les déformations artistiques avec le travail d'Orlan, par exemple, l'ensemble se voulant des entreprises signifiantes ayant le même objet. De manière donc quelque peu schématique, on peut distinguer différents types de défiguration. La défiguration liée au traumatisme, violente, subite, elle suscite chez celui qui en est victime une volonté, quand nous sommes confrontés à eux, une volonté de restitutio ad integrum, retrouver le visage d'avant. Alors on distinguera, si vous voulez, les effets du choc contendant direct, la plaie pénétrante à l'arme froide, et le traumatisme balistique, dont vous avez un exemple ici, qui explose les tissus du dedans en dehors, à l'exacte image de l'autolyse par fusil de chasse, le terrorisme, la guerre étant malheureusement plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Défiguration traumatique que celle de la morsure animale, quand y est associé un geste d'arrachement, c'est malheureusement une cause banale. On dénombre, il faut le savoir, environ 500 000 morsures de chiens par an en France, et le visage concernant bien évidemment plus souvent l'enfant. Les accidents de travail ou les accidents domestiques ont été responsables ponctuellement d'arrachements, notamment de cuir de chevelu, ouvrant dans ce rare cas la voie de la replantation, comme pour les doigts
il y a eu des possibilités de replantation. Les mutilations volontaires ou punitives sont d'une autre époque ou d'une autre culture. On gardera en mémoire cette couverture du magazine Times offrant à voir cette jeune femme afghane amputée du nez. On pourra penser à l'automutilation qui nous renverrait volontiers à Van Gogh. La brûlure, autre traumatisme, est fréquente. Elle vaut par son étendue, par sa profondeur. Des brûlures par explosion ou des brûlures électriques ont détruit jusqu'au squelette facial et des cas ponctuels, on en montrera tout à l'heure un exemple, ont fait l'objet de réparations spectaculaires. Enfin, la défiguration liée à la malformation suscite une réaction particulière, à l'instar de ces enfants, pupilles de la nation à l'égard de leur père. Le deuil d'un visage passé n'existe pas. Et l'anomalie est vécue comme une marque originelle qui stigmatisera à jamais celui qui en est porteur. Le vocabulaire animalier qu'on lui prête souvent, vous savez, les gueules de loup, les becs de lièvre, montre bien la déshumanisation que peuvent ressentir celles et ceux qui en sont porteurs. En fait, c'est le chirurgien qui, en définitive, est le responsable principal des défigurations. Responsable obligé quand il s'agit d'extirper la tumeur. La nature même de cette tumeur, son agressivité, sa malignité, l'oblige à étendre son exérèse et à penser dans le même temps la reconstruction des tissus qu'il aura sacrifiés. Mais les traitements adjuvants ont parfois, à plus ou moins long terme, leurs propres effets délétères, et c'est l'ostéoradionécrose quand la radiothérapie est largement utilisée. Mais la vastitude de ces pertes de substance est avant tout la conséquence des échecs thérapeutiques ou des récurrences tumorales, spirale de catastrophes s'évasant au fil du temps. La perte de substance vaste et complexe de l'extrémité céphalique porte donc le plus souvent la signature du scalpel. Nous pourrions enfin ajouter la défiguration liée au vieillissement qui cristallise sur les visages les règles de la gravité et la perte d'élasticité et du mouvement cutané et qui suscite cette débauche de cosmetic surgery dans cette mode de déréalisation du corps, mais aucune de ces défigurations n'est totalement étrangère à l'autre et aucune des chirurgies concernées n'est vraiment différente de l'autre. Alors, s'il n'est pas dans notre propos de reprendre ici l'histoire d'une chirurgie reconstructrice, on doit cependant ajouter qu'aux masques qui cachaient les grandes mutilations se sont substitués au fil du temps, et ce depuis le début du XXe siècle, au moment où on a pris conscience de l'importance du visage, les techniques de greffe de tissu, puis l'utilisation des lambeaux. Et dans les années 1970, grâce au progrès de la microchirurgie, l'utilisation des autotransplantations qui laissaient sur le sujet lui-même mutilé de la face d'autres cicatrices, des prélèvements substitutifs qui étaient nécessaires à réparer le visage détruit jusqu'en ce début du XXe siècle, ou du XXIe siècle plus exactement, où nous avons eu le privilège de réaliser la première allotransplantation de tissu composite au niveau de la face, la première greffe de visage. Alors vient alors se poser de manière aiguë, certes ponctuelle, cette question identité et greffe de visage. Restaurer le visage détruit s'applique donc aux trois sens du terme identité. Restaurer le visage antérieur, faire en sorte de réintégrer socialement le sujet et lui garder une spécificité. Donc, restaurer le visage détruit s'applique aux trois sens du terme identité que nous avons décrit et à reprendre les images de la première greffée avant le traumatisme et après la greffe
on peut penser qu'il s'agit là d'un processus normal de vieillissement. Entre les deux pourraient intercaler sa morsure et les premières images au moment de la transplantation. Mais il s'agit là d'un cas particulier, particulièrement heureux, ou lié au fait que la perte de substance est strictement limitée. La correspondance fut heureuse entre le visage donneur et le visage receveur, et on doit considérer que la greffe de visage rend malheureusement cet objectif premier totalement illusoire dès lors que les tissus d'un sujet sont placés sur la béance d'un visage de l'autre. Alors, le risque de ressemblance entre donneur et receveur serait-il grand? En fait, ce risque de ressemblance est faible, car à même considérer que les tissus mous pour les muscles se redrapent sur un squelette différent qui porte en lui les fondements et participe de la forme globale, envisager, ce qui est le cas, une greffe qui associe partie molle et partie dure, faudrait-il encore que l'infrastructure soit spatialisée par rapport à son homologue basicrânien dans les mêmes orientations. C'est là l'exemple d'une des dernières greffes réalisées par notre collègue Hernandez aux États-Unis chez un brûlé, où on voit à la fois le visage de ce pompier avant l'accident dont il a été victime, la réparation de sa brûlure, la transplantation dont il a été l'objet, avec un résultat qui est particulièrement extraordinaire, mais une reconstruction très étendue, et puis le visage du donneur. Reprenant, si vous voulez bien, le terme qu'avait utilisé notre collègue et ami François Delaporte quand il écrit « Tout se passe comme si l'une s'habillait de la dépouille de l'autre, comme si la dépouille de la première devenait le souple et soyeux vêtement de l'autre », pleine de poésie, cette sentence illustre magnifiquement par sa métaphore la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage d'une matière inerte à un tissu organique, celui d'une enveloppe voile à une peau toile, capable d'écrire l'ordre du monde de l'individu. Cet autre ami disparu, philosophe Emmanuel Fournier, parle de déconjugaison, d'infinitisation du visage qui le libère du temps et de la personne du donneur et permet finalement de le rendre recevable par quelqu'un d'autre. Au-delà du recouvrement de la sensibilité, au-delà de la restauration motrice, la forme et la fonction sont intimement liées. La forme permet la fonction, mais la fonction façonne la forme. Au-delà de l'intégration corticale, quand l'imagerie confirme la reconnaissance des fragments transplantés comme étant partie du corps, c'est plus que d'identité restaurée dont il faut parler, d'individualisation recouvrée. La greffe de visage ne vaut que si elle permet au sujet qui en bénéficie de faire le deuil du deuil, pour reprendre l'expression de Catherine Malabou, c'est-à-dire prendre conscience du fait qu'être soi-même, c'est perpétuellement changer et s'accepter comme changeant. Notre collègue Alain Masquelet rapporte la greffe de visage à un processus d'individuation dans un rôle de transducteur qui fait donc apparaître non seulement l'individu, mais le couple individu-milieu. Alors, il serait tronqué d'écrire que la greffe de visage ne vaut que par sa dimension chirurgicale. L'organe visage s'inscrit dans un corps qui porte sa propre identité sanguine, tissulaire et génétique, on l'a dit, et que comme pour tout transplanté, cette ipséité est mise à mal et qu'il faut accepter, avec l'aide des médications immunosuppressives, l'altérité du tissu ou de l'organe transplanté, et cette marque immunitaire reproduit à son échelle sa propre capacité d'adaptation et de mutation,
sa force de rejet, mais aussi d'autodestruction. Pardonnez-moi. L'identité des greffés du visage ne serait donc que l'expression triviale d'une angoisse organique universelle, celle des chimères de la mythologie, de la métempsychose ou de la résurrection des corps des religions, du soi et du non-soi des philosophes. En fait, la greffe de visage, plus simplement, est renaissance, page blanche offerte, palimpseste, dirait-on, dont les signes premiers ne s'effaceront jamais, capable de restaurer l'ordre du monde du sujet défiguré, écrivions-nous. Et c'est ce qui viendra illustrer, ou ce que viendra illustrer, pardonnez-moi, cette troisième greffe que nous avons réalisée il y a une dizaine d'années chez cette patiente porteuse d'une malformation artério-veineuse depuis l'âge de 20 ans, menaçant en permanence par des poussées itératives la vie même de cette patiente, d'avoir ou plutôt à cacher un visage difforme, l'obligeant à s'éloigner de son propre entourage, repoussant les enfants au fil des hémorragies qu'elle développait. Ces images péropératoires vous montrent l'importance en profondeur de la malformation qui l'a rongée et de la nécessité de restaurer, comme nous l'avons fait à l'époque, la totalité des tissus qui avaient été retirés pour aboutir au total. Vous avez les images 4 ans après, mais nous avons de ces nouvelles 10 ans après, cette patiente qui a retrouvé sa vie de mère de famille, aujourd'hui de grand-mère, et qui mène une vie sociale normale. Renaissance, disions-nous. L'histoire de la transplantation nous invite cependant à beaucoup d'humilité. Avant même que les groupes tissulaires n'aient été décrits, avant même que les traitements immunosuppresseurs n'aient été développés, la première greffe rénale réussie tenait au fait que le donneur était le jumeau homozygote du receveur, ce qui a valu à Joseph Murray, que nous avons eu la chance de rencontrer avant son décès, le fait d'être prix Nobel de médecine. Chirurgicalement, et pour reprendre les termes de Claude Cabrol, qui réalisa la première transplantation cardiaque en Europe, en 1967, si je ne me trompe, et quand il disait « si un aussi petit cœur peut remplacer un aussi gros cœur, il faut savoir que la durée de survie moyenne d'une transplantation cardiaque est de l'ordre de 12 années, et l'actualité, malheureusement, vient de nous le rappeler. Il en est de même pour l'allotransplantation de tissus composites au niveau de la main ou au niveau du visage. Il y a ce que l'on appelle le rejet chronique qui se manifeste par une nécrose progressive des tissus qui ont été transplantés et qui vient donc poser la question d'une possible retransplantation. Voilà l'état de notre première transplantée, 11 années après le premier geste, au moment où malheureusement elle développait parallèlement un cancer pulmonaire. Et c'est sans doute ce risque important de rejet chronique qui explique que peu de greffes de visage n'aient été dans le monde entreprise depuis 2005 et que, sous-jacent, se pose la question que nous voulons soulever, qui est celle de la tolérance. La singularité de l'individu, son unicité, rend-elle inéluctable l'intolérance de l'autre?
Telle est la question que pose la transplantation, question qui fut débattue lors d'un colloque que nous avions organisé à Cerisy-la-Salle en mai 2012 et qui a donné naissance à cet ouvrage. Et au-delà de l'organe transplanté, notre corps est-il en mesure de tolérer un corps étranger? En juxtaposant les mots biomécanique et biomatériaux, au même titre d'ailleurs que l'expression intelligence artificielle, ne crée-t-on pas de nouveau des oxymores? L'anatomie a longtemps eu la sagesse dans la représentation du corps humain et dans le souci d'en comprendre le fonctionnement, de ne faire appel qu'aux artistes, plastiques et compliants par définition. Si la photographie avec Edward Muybridge a pu en décomposer le mouvement, la mathématique et la physique sont loin d'avoir su encore aujourd'hui en appréhender la complexité. Et les plateformes d'analyse du mouvement que nous développons au sein de notre institut, aussi sophistiquées soient-elles, ne nous offrent qu'images animées, diagrammes et équations dont les inconnues sont loin d'être toutes levées. Certes, les substituts prothétiques offerts en remplacement des membres amputés sont de plus en plus sophistiqués. Je vous montre là les images du premier transplanté des deux mains, puisque effectivement en France ne sont autorisées que la transplantation des deux mains, quand la première transplantation de main unique avait été réalisée en 1998 à Lyon. Concernant le visage, les substituts épithétiques, quand bien même implantoportés, ne sont que des masques immobiles. Extérieurs au corps humain, ils sont simplement tolérés. Et qu'en est-il de la chimie des soi-disant biomatériaux? Qu'en est-il des plaques d'ostéosynthèse, des prothèses d'articulation, des résines injectées? Elles suscitent toutes une réaction inflammatoire immunitaire, les isolant du reste de l'organisme, comme dans les images que vous voyez ici, où cette patiente avait été reconstruite par une plaque qui avait été effectivement imprimée, mais qui n'a pas été tolérée par l'organisme. Compromis d'intégration, à peine une tolérance, d'où le développement de nouveaux matériaux résorbables ou substitués dans toutes les recherches menées dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la médecine régénératrice, l'ingénierie tissulaire. L'intolérance de l'autre, liée à notre identité biologique, invite la recherche médicale à poursuivre son investissement dans le domaine de l'auto-régénération ou dans la meilleure modulation de notre propre système de rejet, voire en désidentifiant l'organe transplanté par décellularisation, de telle sorte que le substitut de notre propre défiguration ne soit pas l'intrus, celui décrit par le philosophe Jean-Luc Nancy, lui-même transplanté cardiaque. Faire sien l'autre. Quand le corps biologique fait chaque jour la preuve de son intolérance à l'autre, or nous l'avons dit chez les jumeaux homozygotes, ou dans le cas tout à fait particulier de la grossesse. Encore faut-il savoir que le moment de l'accouchement reproduit physiologiquement exactement les mêmes phénomènes vasculaires que ce que l'on constate dans le rejet chronique des allotransplantations. Comment nous extirpant du monde chirurgical qui nous a ce soir servi de prétexte, conjuguer harmonieusement identité et défiguration. Préfaçant
Le catalogue Identità et Alterità, figure del corpo, 1995, publié à l'occasion du 100e anniversaire de la Biennale de Venise, Jean Clair parle de l'impossible anatomie à propos de l'année 1895. Il y évoque la découverte par Louis Lumière du cinématographe et celle par Röntgen des rayons X, celle par Marconi de la radiotéléphonie, ouvrant le regard sur l'invisible du corps humain. Regard. Regard dans cette double acception du terme, réitération, retour en arrière, rétrospection vers un état antérieur, mais aussi conservation, mise en garde. Le monde existe aussi longtemps que je le tiens sous mon regard et que je n'oublie pas de retourner vers lui mon regard, ajoute Jean Clair. Regard, déverbal de regarder, renvoyant à l'allemand warten, égard, attendre, attention. Faire sien l'autre, ce premier degré de tolérance ne releverait-il pas de la simple éducation du regard, de son propre regard actif, comme de son regard passif? Porte ouverte à de multiples interrogations que je soumets aux uns et aux autres. Le regard ne procéderait-il que de la vision? Qu'en est-il du regard de l'aveugle? Le regard peut-il être transplanté? Invitation à découvrir l'étrange monde de la synesthésie. Le sujet décédé a-t-il un regard et pourquoi lui ferme-t-on les paupières? Enfin, le regard est-il le privilège de ceux qui ont un visage? Au terme de cette conversation et de cet entretien, et en guise de conclusion, je voudrais d'abord renouveler mes excuses pour peut-être les images agressives qui ont pu être montrées, mais à mes yeux, elles étaient nécessaires, elles sont une vérité, elles sont une réalité. Et puis, en vous renouvelant mes excuses pour peut-être le nombre de questions qui vous ont offertes, davantage que les réponses que j'ai pu y apporter, j'inviterai volontiers chacune et chacun d'entre vous à se regarder, comme nous y invite notre ami philosophe Emmanuel Fournier. Je vous remercie de votre attention. Peut-être pourriez-vous quitter l'écran, M. de Michel? Oui, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Cliquez, voilà. Nadine. Oui, professeur de Vauchel, cher Bernard, merci beaucoup pour cette impressionnante et excellente conférence qui, je pense, a touché beaucoup d'entre nous, à la fois dans la réflexion et dans la vision de ces visages mutilés. Alors, j'aurais une première question. Comment vivent toutes celles et tous ceux qui ont un visage invisible par rapport à tous les gens, à tous ceux qui sont parmi nous? Ça, c'est une première question. C'est quoi un visage invisible? Non, le visage, il n'y a pas de visage invisible.
c'est exactement ce que nous disions. Le réflexe, bien souvent, effectivement, et on le constate dans les conférences que nous faisons, de cette espèce de réflexe que nous avons de nous cacher notre propre regard quand nous sommes confrontés au type d'image. Et je suis à peu près persuadé que tel ou tel autour de vous a pu être amené à avoir ce même réflexe. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous évoquez là, nous invite à voir quel est le comportement de ces gens qui sont totalement défigurés et de voir comment, effectivement, dès lors qu'ils sortent du milieu protégé que constitue effectivement l'hôpital ou le lieu dans lequel ils vivent repliés sur eux-mêmes, ils mettent un masque, ils se cachent dehors, ils essayent de cacher leur visage, jusqu'à un certain point d'ailleurs. Hein, on peut renvoyer d'ailleurs à quelques images de films qui ont pointé du doigt. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que dès lors qu'ils repénètrent ce milieu, et nous on le vit ici dans nos structures hospitalières, à ce moment-là, ils se débarrassent de ce qui cache leur défiguration. Et c'est peut-être prétentieux de le dire, mais ce qui est certain, c'est que c'est très lié aussi au regard que nous portons sur eux, pas parce que nous sommes le thérapeute, mais parce que au fil du temps, le regard que nous portons sur eux a dépassé uniquement ce qui relève d'une forme monstrueuse, si vous voulez. Voilà, les choses, on est allé au-delà de la monstruosité de la défiguration. Et c'est une invitation enfin, oui, une invitation que je fais à chacune et à chacun, quand bien même, effectivement, la défiguration pour soi-même est de l'ordre de l'impensable. Mais vous faisiez allusion, M. de Vauchel, au livre de Jean-Luc Nancy, qui lui avait été opéré du cœur, donc son visage n'avait pas, au passage, été manipulé par un quelconque scalpel, mais qui interroge dans son livre sur son identité, sa manière d'être au monde, de le vivre, de le penser, de se représenter le monde autour de lui, tout simplement parce qu'à l'intérieur de sa poitrine, et lorsqu'il est habillé, rien ne le signalait à quiconque, battait le cœur d'un autre. Vous, comme le suggérait la question de Nadine, vous donnez à des gens dont le visage a été accidentellement ou une pathologie très sérieusement rendue difficile à regarder pour ceux qui n'ont pas une affection particulière pour la personne en question, vous leur redonnez le moyen de se réapproprier une nouvelle identité. Et apparemment, c'est difficile. La question qui est posée par plusieurs de nos correspondants, c'est est-ce que vous êtes accompagné de psychologues, de philosophes, de gens qui vont prendre en charge cette appropriation de la nouvelle apparence, de gens qui avaient finalement, tout en ayant horreur d'eux-mêmes, fini par s'accoutumer de ce qu'ils voyaient dans leur miroir? Toute personne qui va bénéficier d'une transplantation, qu'il s'agisse d'un organe interne… Il faut dire à Fanny que ça ne suffit pas de lever la main, qu'il faut écrire sa question dans Q et R. Je réponds à votre question. Toute personne qui va bénéficier d'une transplantation d'organes cachés ou d'organes visibles passe nécessairement, avant la transplantation, je ne veux pas dire entre les mains, l'expression est très malheureuse, à un échange avec un psychiatre. Il faut que vous sachiez que dans les demandes de transplantation au niveau du visage, nous avons davantage refusé de personnes, et essentiellement pour des raisons d'ordre psychiatrique ou psychologique, enfin, le terme convient peut-être mal, mais cette espèce de manque d'adhésion qu'il peut y avoir pour être sûr que la personne va pouvoir non seulement recevoir, mais se reconstruire. Ce sur quoi on insiste, c'est… Vous évoquez à travers l'exemple de l'intrus la question du donneur et du receveur,
Donc, on évoque là la question du don, de la dette et du fait que le donneur se rappelle, notamment pour le cœur, en permanence à votre mémoire par le battement que l'on ressent. Pour le visage, même si la lecture qu'on en fait aux États-Unis met l'accent là-dessus, et on a vu des images qui sont terriblement choquantes de la famille du donneur retrouvant le receveur, la famille du donneur auscultant le cœur transplanté chez le receveur. Vous voyez ce genre d'image, ou embrassant la partie du visage qui a été transplantée. Enfin, donc des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas acceptées en France, dans la mesure où il y a un devoir d'anonymat entre le donneur et le receveur. Alors, après ça, bien évidemment, il y a un accompagnement psychologique ou psychiatrique ou analytique quelquefois, et d'ailleurs c'est assez intéressant. Chaque fois, nous avons, nous, confronté nos patients à des lectures d'écoles psychiatriques ou psychanalytiques différentes. Et on a croisé ces lectures avant d'accepter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que, à la limite, celui qui, en définitive, donne, je ne veux pas dire l'autorisation à la transplantation, mais dont le poids est le plus important, ça n'est pas le chirurgien ou ça n'est plus le chirurgien. Le chirurgien pose la question en termes techniques. L'immunologiste intervient en tant qu'accompagnateur médecin indispensable, mais derrière, effectivement, il y a comment va-t-on pouvoir supporter effectivement d'avoir une partie de soi-même qui ne nous appartient pas et qu'il faut réintégrer. Il y a, le terme visage avait été banni par le Comité consultatif national d'éthique au moment où la demande avait été faite dans les années 2002-2004. Effectivement, il faut faire très très attention car en fait, c'est un morceau de viande comme le cœur que l'on prend à l'un pour mettre à l'autre. En faire un visage, c'est tout le travail de reconstruction que l'individu se doit de faire en intégrant, en acceptant petit à petit ce qui lui permet effectivement de revivre dans ce qui constitue vraisemblablement une dette, mais peut-être aussi voilà, une façon d'aller... Il y a là quelque chose qui relève, je me permets de faire une comparaison avec la deuxième symphonie de Mahler, la résurrection, de permettre au sujet, enfin, je me permets, mais au sujet décédé de continuer effectivement de vivre à travers l'autre. Et que celui qui reçoit prenne conscience de la responsabilité qu'il a. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est ce que vous voulez dire par faire sien l'autre. C'est exactement. Ah oui, alors ça, c'est au sens propre du terme, c'est faire sien l'autre, absolument. Mais ça va très très au-delà. Je veux dire que dans la relation humaine, faire sien l'autre, c'est la condition sine qua non pour effectivement, oui, tout à fait. Pour sortir du cadre technique et en venir à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la recherche que mènent les francs-maçons, aussi bien de la Grande Loge féminine que de la Grande Loge de France, vous avez parlé de la tolérance. La tolérance, et vous avez dit quelque part, c'est le degré initial, presque le degré zéro de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Est-ce que vous pourriez commenter ou aller un peu plus loin dans ce terrain sur lequel nous avons une approche qui est à la fois intellectuelle, philosophique, morale et peut-être comportementale, et vous, une réponse qui est peut-être plus expérimentale et plus physique, plus tangible? Qu'est-ce que vous entendez par la question de la tolérance de votre point de vue? Alors, ce que je voulais dire, si vous voulez, et c'est d'ailleurs l'une des grandes questions, c'est que la biologie, le monde biologique qui nous fait, dont nous sommes issus, enfin dont nous sommes constitués, nous rend par définition intolérants. Autrement dit, nous ne pouvons pas tolérer l'autre sur le plan biologique. Comment peut-on faire en sorte de tolérer, de vivre en société dès lors que notre propre corps ne peut pas supporter
voilà, une partie de l'autre, sans qu'il y ait à un moment donné, alors sur le plan médical, effectivement, les médications immunosuppressives, mais qui nous exposent aussi à une certaine fragilité, c'est un autre problème. Alors, voilà, ce qui veut dire que l'on se doit d'aller au-delà et que, fort heureusement, nous ne sommes peut-être pas que biologiques et que nous avons peut-être cette capacité intellectuelle à aller au-delà du monde qui nous emprisonne dans notre identité. Enfin, quand on dit identité, identité non partageable. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a une spiritualité, une foi religieuse particulière, va accepter différemment, va avoir un vécu différent de cette acceptation de l'autre et ou de lui-même, ou est-ce que, quelle que soit finalement la philosophie personnelle de chacun des patients que vous avez été amené à voir, vous ne pouvez pas les discriminer? Non, alors je sors des patients, je parle là des relations humaines entre individus. Chacun s'appuie sur ou sa philosophie, ou sa culture, ou sa religion, peu importe. Là où les choses, effectivement, et là vous soulevez un autre pan qui est peut-être effectivement un petit peu difficile et surtout très, très d'actualité, c'est de faire très, très attention à ce que toute adhésion à une pensée philosophique, à une religion, ne nous expose pas, quand bien même l'histoire fut ce qu'elle fut, à une intolérance de l'autre et à un combat de l'autre. On n'existe pas à travers la disparition de l'autre. Je suis mal placé pour évoquer ces questions-là, mais vous voyez vraisemblablement où je veux en venir. La condition humaine nous offre cet avantage de pouvoir aller au-delà de notre intolérance biologique. Et c'est une invitation à ce que chacun d'entre nous voilà, cultive cette acceptation de l'autre, quand bien même on ne serait pas nécessairement d'accord avec lui. Nadine. Oui, j'ai une question. Alors, quel est le ressenti deviendrait-il alors un handicap sous le regard de l'autre ou l'idée que l'on s'en fait? Et est-ce que si ma force intérieure c'est maîtriser mon mental et ma spiritualité? C'est une question d'une auditrice. Et enfin, elle poursuit, est-ce que l'hypnothérapie peut-elle faire accepter ce qui devient une double identité? Vous parliez de travailler avec des psychologues, des équipes. Est-ce que l'hypnose pourrait vous aider? Alors, je n'ai pas compétence pour répondre sur ce sujet précis de l'hypnose. Je voudrais revenir à la première partie de la question. Est-ce que vous pouvez réitérer la Bien première sûr. partie de cette question parce que j'avais… allez-y. Bien sûr. Le ressenti deviendrait-il alors un handicap sous le regard de l'autre Voilà. Alors, ou l'idée que l'on s'en fait? Voilà. Je vais m'arrêter un petit peu là. Vous évoquez en fait la question du fait que… Alors, j'en viens là, par exemple, à un exemple ponctuel pour ce qui relève du domaine de l'enfant mal formé. On sait très bien que l'enfant, arrivé en classe primaire, a besoin de se démarquer de l'autre. Les enfants rentrent nécessairement en compétition. Dès lors que l'un d'entre eux est porteur d'un stigmate, d'une marque, d'une malformation, il est aussitôt stigmatisé et assez fréquemment, quoi qu'on fasse, victime d'une forme de harcèlement de la part de… Quoi qu'on fasse, et quels que soient les liens qu'on peut avoir avec les enseignants qui sont bienveillants, mais qui n'y peuvent mais. Je crois que ça fait partie, là aussi, de l'évolution normale d'un enfant qui doit se créer sa propre identité, mais quelquefois aux dépens de l'autre. Alors, tous les moyens sont bons pour
cette stigmatisation du regard, et tous les moyens sont bons. Je veux bien que l'hypnose puisse permettre, nous on l'utilise dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine de l'acte chirurgical, où nous réalisons toute une série d'actes chirurgicaux chez l'enfant, notamment sous hypnose, avec des résultats qui sont assez intéressants. Je reviens sur un exemple ponctuel d'une jeune fille que j'ai opérée en son temps de ce qu'on appelle un bec de lièvre, donc d'une fente labio-alvéolo-palatine, suivie, et puis de famille extrêmement simple, et qui commence à être victime d'un harcèlement verbal. Ça n'a été qu'un harcèlement verbal, ça n'est jamais allé au-delà, qui ont amené ses parents à la changer de collège, puisque nous étions après le primaire au collège. Et cette fille a réussi, alors qu'elle n'était pas particulièrement ni littéraire, ni cultivée, ni particulièrement intégrée dans son collège, a commencé à écrire son histoire. Et en fait, elle a réussi à écrire un petit livre qui a été édité et qui a ce titre absolument magnifique qui s'intitule « Les paroles à bleu ». Et je trouve qu'il y a là une image, si vous voulez, comment les mots peuvent blesser, et les mots dont elle avait été victime, et comment le fait de l'écrire lui a permis effectivement de se venger quelque part, d'ailleurs de retrouver effectivement une identité, d'aller au-delà du regard que les autres portaient sur elle. Elle portait un regard sur les autres qui était ce regard de l'écriture. Et je trouve que c'est un très, très bel exemple. Donc, tous les moyens peuvent être bons dans le cas précis que vous évoquez là. Merci, merci, professeur. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, et c'est une épreuve à laquelle, à telle ou telle occasion, on propose aux francs-maçons de se soumettre, on voit la droite à gauche et la gauche à droite, sauf lorsque on se voit grâce à une caméra de télévision. Vous avez, par exemple, M. de Vauchel, une mèche qui part de la gauche et qui va vers la droite, mais lorsque vous regardez dans le miroir le matin, eh bien, vous la voyez à l'envers. Est-ce que la réappropriation, elle se fait latéralement? Est-ce qu'elle se fait globalement? Est-ce que vous utilisez des moyens techniques, technologiques pour que la personne se voit comme les autres la voient, à la fois le visage, mais aussi la personne dans son intégralité, dans le comportement modifié qu'elle a? Autrement dit, comment s'approprie-t-on des traits nouveaux que l'on découvre une fois que l'œdème post-opératoire a disparu ou qu'on est arrivé au bout de la reconstruction? À l'heure actuelle, dans les rapports que nous avons avec les patients que nous prenons en charge, il y a le moment de la consultation où le miroir joue un rôle important, et nous avons conscience aiguë que le miroir donne une image tout à fait opposée de l'image que nous avons de la personne que nous avons en face de nous, ce qui peut conduire effectivement à des erreurs d'interprétation, des erreurs de lecture. Alors, aujourd'hui, nous nous appuyons énormément sur le cliché photographique. Et ça peut aller loin, car on s'appuie sur le cliché photographique, mais le cliché photographique a sa propre limite. Le cliché photographique, c'est quelque chose d'immobile. Alors, souvent, nous sommes amenés à examiner non plus la personne, mais la personne et nous examinons le cliché photographique d'elle pour faire une analyse de la déformation. Si j'évoque cette possibilité, je l'évoque essentiellement pour ce qui relève des petits défauts, non pas de ce qui relève des énormes défigurations. Bien prendre en compte que la défiguration est avant tout un désordre fonctionnel et non pas… La partie cosmétique esthétique vient après. Ce qui est important, c'est la fonction. La restauration d'une vie de relation, c'est la restauration d'une possibilité d'élocution, de respiration, de mastication, de vision. Voilà. Et donc, on travaille effectivement sur la base d'images. On peut même aller travailler sur la base de simulation, mais il faut faire
très, très attention. Dès lors que l'on fait des simulations sur une base photographique, il ne faut pas faire en sorte que cela prenne une allure contractuelle. Et puis, on s'aperçoit enfin qu'à travers les clichés photographiques, qui ne sont pas pris nécessairement avec le même objectif, avec la même distance, avec, voilà, bon, il y a une lecture aussi qui est quelquefois différente entre la lecture du sujet concerné quand il se regarde et la lecture que nous faisons de la même photographie. Mais ça, c'est toute la question de la relation avec la personne que nous avons en face de nous, en sachant qu'il y a aussi des pathologies dysmorphophobiques et des gens qui jamais n'accepteront leur visage, quand bien même le monde entier leur dirait qu'ils sont particulièrement harmonieux et beaux. Je poserai une dernière question technique, peut-être avant de venir à d'autres domaines. Vous avez donné la réponse, mais peut-être faut-il y insister. La reconstruction n'est pas qu'une reconstruction de l'apparence, c'est aussi une reconstruction de la fonction, puisque vous arrivez à suturer les terminaisons nerveuses et que les personnes auront, on parlait du baiser lors de l'entretien que nous avons eu pour préparer cette réunion, auront le sentiment bien, de ressentir quelque chose avec leurs lèvres, avec leur langue, à retrouver les différentes fonctions qui étaient celles de toute cette partie que l'accident, la tumeur, la maladie vous aura amené à remplacer. Et donc, c'est une reconstitution qui n'est pas seulement esthétique et apparente, mais également fonctionnelle. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, vous avez vu dans la présentation que nous avons faite de la 3e transplantation chez cette femme avec une énorme malformation artério-veineuse, savoir que l'on a remplacé le maxillaire, la totalité de la mandibule et la totalité de la langue. Et ce qui est assez extraordinaire, alors bien évidemment, et vous avez vu, enfin, vous n'avez peut-être pas pris le temps de noter toutes les sutures nerveuses que nous avons été amenés à réaliser, à la fois sur le plan sensitif et sur le plan moteur. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de s'apercevoir qu'au bout de quelques mois, certes accompagné d'une rééducation, d'une aide, eh bien, au bout de quelques mois, cette femme a retrouvé une sensibilité qu'on appelle tactile épicritique, donc une sensibilité quand elle met son doigt sur sa langue, elle sent avec sa langue, et elle a retrouvé également la sensibilité gustative, ce qui est une chose tout à fait extraordinaire, restaurer une sensorialité. Voilà. Alors, bien évidemment, la limite aujourd'hui, elle est là, surtout pour la motricité. Et c'est vrai que quand j'ai évoqué la restauration de la vision, alors là, c'est totalement hypothétique. À mon avis, c'est encore du domaine de la science-fiction. Si le travail anatomique a été fait et a fait la preuve que techniquement, chirurgicalement, on peut arriver à quelque chose, je suis à peu près persuadé qu'on ne restaurera pas ni la vision, ni l'harmonie des mouvements oculaires, en dépit des sutures nerveuses que l'on pourrait être amené à faire. Mais c'est vrai que la priorité, c'est celle-là. Alors, je reviens aussi sur l'histoire de la vision et qui a été une question qui a été débattue. Faut-il faire une greffe de visage à quelqu'un qui est aveugle? Et la question a été débattue. Avec nos collègues américains, on a eu l'occasion effectivement de partager sur ce point. Et au total, nous étions, nous, réticents, et j'ai souvenir d'un traumatisé balistique qui nous avait été adressé, que nous n'avons pas transplanté. Il faut dire qu'il avait déjà eu une quinzaine d'interventions chirurgicales auparavant. Il était aveugle, et à l'époque, bien, ça ne nous a pas apparu heureux de le transplanter, parce qu'on le transplantait parce qu'il y avait eu des échecs de reconstruction traditionnelle, mais le fait qu'il était aveugle a sans doute pesé. Et aujourd'hui, peut-être que je reverrai un petit peu ma position, dans la mesure où on sait très bien que quelqu'un qui est aveugle compense sa cécité par une hypertrophie de ses autres sensorialités, et que le simple fait d'être défiguré et aveugle va lui permettre, quand il est reconstitué, de redécouvrir son visage, non plus par la vue, non plus par le regard qu'il percevra chez les autres qui le regarderont, mais par le simple fait de se toucher ou d'être touché au niveau du visage. Et là, je crois que c'est un élément aussi qui est important à prendre en compte.
mais c'est très technique. Nadine. Oui, alors moi j'ai pas mal de questions. Beaucoup de félicitations, cher professeur, beaucoup de merci pour votre extraordinaire travail, pour votre conférence très passionnante. Je sais que vous êtes très humble, mais il faut le dire quand même. C'est gentil, merci. Voilà. Alors, j'ai une question. C'est faire sien l'autre en restant soi-même, point d'interrogation. Alors, c'est toute cette... Il faut faire attention quand on utilise l'expression « faire sien l'autre » de ne pas peut-être le prendre mot à mot. Alors, ça n'est pas une appropriation, faire sien l'autre, et ça n'est certainement pas une propre dépersonnalisation de soi-même. C'est simplement être capable de comprendre la différence. C'est aussi prendre la mesure de sa propre insuffisance, c'est de savoir que l'autre peut vous apporter davantage, compenser votre propre insuffisance. Ça va, oui, ça pose la question du couple, au-delà de la relation physique du couple. Faire sien l'autre, c'est, je crois, une première leçon de regard et de silence. Voilà, je croise l'autre et je l'écoute. Je peux très bien ne pas être d'accord, et à ce moment-là, mais c'est la question du respect de l'autre. Alors vous allez me dire que si chacun reste statufié, enfin sans remise en cause, non, je crois qu'effectivement faire sien l'autre, c'est également une remise en cause de soi-même, pas nécessairement une remise en cause de l'autre. On peut très bien ne pas accepter tout de l'autre sans le remettre en cause, et on peut accepter une partie de l'autre en se remettant soi-même en cause. Mais C'est toujours ce cheminement de l'acceptation de l'autre, en fait. Voilà, oui. Et de l'humilité que nous devons travailler, à la fois pour soi-même et le regard envers l'autre. J'ai une autre question, professeur. Y a-t-il, alors c'est dans un autre style, y a-t-il pour le visage le même phénomène que pour le reste du corps, d'un membre perdu, entre guillemets? Est-ce qu'il est toujours perçu? Vous savez, les personnes qui ont des membres amputés d'une main et qui ressentent leur main, par exemple. Je pense que la personne a voulu dire ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le membre fantôme chez les gens qui ont été amputés. Alors, dans le membre fantôme, il peut y avoir des algies qui sont extrêmement importantes. Je crois que pour l'heure, a priori, il devrait y avoir, si vous voulez, le même phénomène, mais là, vous me posez une colle médicale à laquelle je ne saurais répondre. Théoriquement, il devrait y avoir, je dis bien théoriquement, il devrait y avoir le même phénomène, même si les circuits des voies sensitives du visage à travers le nerf trijumeau sont différents des circuits des nerfs sensitifs qui rejoignent la moelle épinière pour les membres. Donc, je crois qu'il faudrait demander à nos amis neurophysiologistes si théoriquement les choses sont possibles. Je ne l'ai jamais constaté, autrement dit, de ces personnes qui ont le sentiment d'avoir un nez qui leur fait mal alors qu'ils sont amputés du nez, ou d'une oreille qui leur fait mal alors qu'ils sont amputés du pavillon de l'oreille. Merci beaucoup. Jean-Jacques? On ne t'entend pas. Je vais remettre le micro. On a dit à l'occasion de la première greffée qui vous a valu cette notoriété qui s'est étendue depuis, qu'elle avait mis fin à ses jours. Ceux qui ont suivi un peu le dossier
savent qu'en réalité, elle a eu 2 effroyables maladies, peut-être dues au traitement que supposait la maintenance de sa greffe, mais en tout cas, elle est décédée d'une maladie cancéreuse, comme vous l'avez suggéré. Est-ce que vous pourriez rassurer les uns et les autres sur le fait que ça n'est pas d'une irrecevabilité de son nouveau visage, que vous nous avez largement montré et dont vous nous avez montré l'évolution, qui l'avait amené un jour à ne plus pouvoir se supporter et à mettre fin à ses jours, et que d'autres raisons. Maintenant, c'est aussi relancer la question de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement de la personne, indépendamment de son apparence. C'est une autre façon de poser la question. Ces personnes sont-elles suffisamment accompagnées dans l'épreuve? Parce que même si certaines qui étaient nées avec une difformité importante gagnent un visage qui est plus acceptable et plus conforme au canon classique de la beauté, au fond, il faut accepter ce nouveau personnage. Est-ce que finalement l'accompagnement est suffisant? Donc 2 questions en une. La première, nous rassurer sur les raisons qui, selon ce que vous en savez, ont pu amener votre patiente célèbre à mettre fin à ses jours, et puis sur l'accompagnement à la fois psychologique qui est proposé aux patients tout au long de cette aventure. Alors, les choses ont été écrites à plusieurs reprises. Alors, je voudrais que les choses soient parfaitement claires pour la première patiente. On ne va pas réécrire toute l'histoire. Ce qui est certain, c'est que la morsure animale dont elle a été victime était liée au fait qu'elle avait fait une tentative de suicide, ou plutôt elle avait pris des doses de médicaments chez elle, qui l'avaient amené effectivement à tomber par terre. Dans quelles circonstances son chien est allé lui mordre le visage, je n'en sais rien, nous n'étions pas là, mais si l'on veut parler de tentative de suicide, c'est au moment avant le traumatisme. Bien, il n'y a pas eu de tentative de suicide après le traumatisme, ni après la transplantation. Alors, nous en avons eu conscience, et avant de faire la transplantation, dans tous ces longs mois qui se sont étalés entre le mois de mai, où elle avait fait sa tentative et où elle avait été mordue, et le mois de novembre, où elle a été transplantée, il y a eu un accompagnement et énormément d'interrogations, notamment de la part de nos collègues psychiatres, afin de savoir si elle serait en mesure de supporter les contraintes du traitement immunosuppresseur et s'il y aurait de sa part une compliance. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un environnement familial un petit peu difficile, une situation personnelle difficile, et qu'en dépit de l'accompagnement qui n'a pas cessé de novembre 2005 jusqu'au jour de son décès en 2016, eh bien, en dépit de cet accompagnement, elle a fait preuve, je veux dire, oui, d'un certain laisser-aller en matière de traitement et de respect des traitements. Ça lui arrivait aussi de temps en temps, peut-être sans qu'il y ait de véritables tentatives de suicide, d'aller prendre voilà, des somnifères en quantité peut-être un petit peu importante, mais ça n'a jamais suscité de gestes d'hospitalisation nécessaires à cette époque-là. Alors, le fait est qu'elle a, et vraisemblablement à cause de cette compliance, présenté une certaine susceptibilité à voir se développer d'autres pathologies, sans vouloir lever, mais elle avait été traitée et opérée entre-temps d'une lésion préépithéliomatogénitale, autrement dit, voilà, elle fumait. Elle n'était pas seule à fumer, hein, bien, mais elle fumait et elle a développé, en fait, parallèlement au rejet chronique dont on pense qu'il est favorisé par l'absence de compliance au traitement, elle a développé parallèlement ce qu'on appelle un cancer à petites cellules pulmonaires. Qui sait le pronostic des cancers à petites cellules pulmonaires sait très bien ce qu'il en est. Voilà. Et elle est décédée de ce cancer à petites cellules pulmonaires. Maintenant, on peut rétrospectivement dire oui, c'était une personne fragile, peut-être n'aurait-elle pas dû. Oui, c'est une personne qui continue de fumer. Quand on discute avec nos collègues américains, ils disent un fumeur, c'est quelqu'un qui est en addiction et qui est une contre-indication pour toute transplantation. Vous voyez, c'est le raisonnement
de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est intéressant, hein, bon, mais ils sont particulièrement rigides, hein, sur ce point. Alors, voilà, c'est cette histoire, mais je peux rassurer les uns et les autres, puisque en plus de ça, cette patiente est décédée dans notre service, puisque nous l'avons accompagnée tout au long de sa maladie, et notamment dans la phase terminale, bien qu'elle ne relevait pas de notre spécialité. En accord avec nos collègues oncologues, on l'a accompagnée jusqu'à sa fin dans le service. Et sur la question de l'accompagnement en général des patients? Alors, la question qui se pose, c'est que quand la personne repart dans son milieu, autrement dit, voilà, il faut faire très très attention. Il y a eu une prise en charge hospitalière très très forte pour tous ces patients, et puis à un moment donné, la réussite d'un tel geste, c'est de permettre à la personne de retrouver son autonomie dans son milieu de vie. Et c'est là où, eh bien, si nous restons à l'écoute, si en permanence les patients savent qu'ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment, tout au long de l'année, jour et nuit, c'est pas le souci, et on sait mettre les priorités là où elles doivent être. C'est le non-appel qui risque effectivement d'être grave. C'est que à un moment donné, ces personnes, et on peut les comprendre, voilà, j'ai vécu une épreuve, je l'ai supportée, je ne parle pas des effets peut-être un petit peu pervers et négatifs de la médiatisation quand d'une personne totalement anonyme au départ, on devient la vedette, hein, il faut faire attention, il faut pouvoir aussi assumer, si vous voulez, cette charge-là. Et donc, quel comportement va-t-on avoir? Quel comportement va-t-on avoir après? Alors, il y a à la fois une volonté de profiter de ce végétariat, puis une volonté aussi de s'abstraire de la contrainte qu'on impose. Et on a bien le sentiment qu'effectivement, à ces patients, on leur impose une contrainte, qui est une contrainte des traitements, d'une rigueur, d'une hygiène de vie, c'est clair. Mais ils savent que... Alors, quelle que soit la qualité de la relation qui peut s'établir entre un patient et l'équipe qui le prend en charge, qui quelquefois peut aller loin. Et si je dis ça, c'est que ça s'étend non pas du tout à l'image du chirurgien ou du psychiatre, c'est que ça va très très au-delà au sein de l'ensemble de la structure hospitalière. Il y avait des tas de relations qui se sont établies entre elles, et avec les autres patients, c'était exactement la même chose. Non pas tant avec nous, qui étions voilà, bien, mais essentiellement avec les infirmières, les aides-soignantes. Il y a là une complicité, voilà, et ça, c'est resté très, très, très fort, et ça, voilà, il y a également un suivi à ce niveau-là. Un des participants posait la question des documents d'identité. Sur un document d'identité, on a un permis de conduire, on a un passeport, une carte d'identité avec sa photo, et puis on change de visage parce qu'on a eu un accident et que merveilleusement, une équipe chirurgicale attentive a reconstitué un visage, mais qui n'est pas nécessairement semblable à celui qui figure sur la photo. Est-ce que vous avez parfois été interpellé sur les questionnements que ça peut poser et que les gens ne ressemblent plus à ce à quoi ils ont ressemblé auparavant? Alors, vous faites bien de poser la question, parce que je crois que je reposerai la question à mes collègues de médecine légale afin de savoir si effectivement, lors d'un contrôle de police, on peut éventuellement remettre, surtout aujourd'hui, si vous voulez, hein, puisque les questions d'identité ou d'identification plus exactement, et les moyens d'identification se sont terriblement développés. Que se passe-t-il? Oui, vous faites bien de poser la question, parce que je n'ai pas de réponse à apporter, mais peut-être que des personnes se sont trouvées dans cette situation où on a remis en cause. Mais comment ça? Sur votre permis de conduire, vous avez cette image, mais moi je vous vois là comme ça, c'est pas ça du tout. Effectivement. Oui, effectivement, ça pourrait, pourquoi pas, poser question. On établit à ce moment-là effectivement un certificat officiel, mais vous faites bien de poser la question. Je verrai avec mes amis légistes. Oui, professeur, plusieurs questions d'ordre scientifique. Que faites-vous après 13 ans?
Faut-il refaire une nouvelle greffe, prendre de nouveau une nouvelle identité? Je les mets à la suite. Hein. Peut-on, parce que je vois que l'heure avance, peut-on penser à faire des lambeaux de peau à partir de cellules souches que l'on va différencier? Et l'éthique est le lien qui doit questionner. Y a-t-il une limite à ne pas dépasser pour soi individuellement? Et la toute dernière question, après je ne dis plus rien, est-ce que en tant que chirurgien français, vous avez une éthique par rapport, enfin, quelle est votre éthique par rapport aux autres pays? Voilà, vos pratiques en fait. Oui, alors je vais essayer de ne pas oublier les 4 questions Je peux vous les répéter. évoquez. Voilà. La première concerne l'histoire de la retransplantation. Le fait est que mon collègue parisien, qui a fait plus d'allotransplantation de visage que nous ici, a été amené à retransplanter un patient qui avait fait un rejet chronique. Et il y a eu un cas aux États-Unis où il y a eu une retransplantation. Et c'est la question essentielle. On a évoqué la question de la durée de vie de la transplantation cardiaque, où on fait des retransplantations cardiaques. C'est vrai que sur le plan à la fois technique, sur le plan immunologique, une retransplantation, c'est une chose extrêmement compliquée, à tel point qu'on s'est posé la question de savoir si il y avait une indication à l'allotransplantation de tissu composite dans les cas de malformation faciale sévère de l'enfant. Compte tenu du recul que nous avons aujourd'hui, nous ne retenons pas l'indication de la greffe de visage chez l'enfant. Aujourd'hui, bien. Tant que l'on n'a pas effectivement trouvé les moyens de pouvoir s'affranchir ou de pouvoir créer, si vous voulez, une sorte de microchimérisme ou de chimérisme qui permettent de s'affranchir. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés. Alors, il y a une deuxième question que vous avez évoquée, si je ne me trompe pas, concernant les cellules souches et la médecine. Alors, là, il faut, à l'heure actuelle, et les choses, il y a eu, c'est Starzel, je crois que vous connaissez très bien, M. Zambrowski, nos collègues américains qui ont travaillé sur la greffe rénale et les possibilités de la décellularisation. On a parlé de décellularisation et de régénération tissulaire à partir de cellules souches. Alors, énormément d'équipes dans le monde, dans des laboratoires, travaillent sur la possibilité de créer un tissu, autrement dit, de reproduire ex vivo ce que l'embryon fait in vivo. Voilà. Autrement dit, de récupérer des cellules indifférenciées, de les faire se multiplier, de les différencier et de les différencier en les mettant éventuellement sur des supports, des scaffolds, appellent ça les Américains, et qui permettent à ce moment-là de reproduire une forme d'un tissu. Le problème, c'est que les tissus sont tous des tissus, enfin les tissus, la peau, les os, tout cela sont des structures qui sont composites, où il n'y a pas le rein, il n'y a pas que des néphroblastes dans le rein, il y a effectivement des tas d'autres cellules pour que le rein fonctionne. Et j'ai présenté ce travail qui avait été fait avec nos amis de Belgique, à Saint-Luc en Belgique, à Bruxelles, sur la décellularisation de parties du visage et d'une possible recellularisation. Alors la question, c'est celle, pardonnez-moi, j'ai un hélicoptère derrière moi, je suis à l'hôpital, et peut-être que le bruit est parasite, ça ne durera pas. Très bien. Vous entendez, oui? Très bien. Bon. Donc, effectivement. Et alors, à l'heure actuelle, par exemple, on est en train de travailler. Alors, c'est intéressant parce que des cellules souches, il y en a dans le cordon ombilical, par exemple, et quand on fait le diagnostic d'un enfant porteur d'une fente labio-alvéolo-palatine, le diagnostic est fait en anténatal. Et il apparaît extrêmement simple, au moment de l'accouchement, d'aller prélever des cellules souches, de les garder effectivement en banque, et le moment venu, de les différencier. Et dans un des laboratoires de recherche qui appartient à notre équipe, nous sommes en train de travailler sur l'utilisation de la transformation de ces cellules souches en cellules osseuses qui nous permettra de greffer la fente du maxillaire et éviter d'aller faire un prélèvement osseux chez l'enfant le moment venu. Et là, il n'y a pas de phénomène de rejet. Donc là, c'est une ligne de recherche.
mais avant d'arriver à reconstituer un organe, mais il y a des équipes de recherche françaises ou étrangères qui sont en train de travailler sur l'impression 3D des tissus qu'on est en train de fabriquer, si vous voulez, ex vivo, pour leur redonner une forme. Voilà. Il y a depuis plus de 20 ans des personnes célèbres qui travaillent effectivement sur les cellules souches myocardiques pour essayer effectivement de restaurer une fonction cardiaque chez les gens qui ont présenté des infarctus. On connaît cette équipe qui est très largement connue dans le monde et qui continue de travailler sur le sujet. Voilà. Et pour l'instant, on en est encore limité à des structures tissulaires, j'allais presque dire monocellulaires. On sait faire de la peau, par exemple, depuis déjà assez longtemps, à condition de s'adresser uniquement à un certain type cellulaire pour reconstituer l'épiderme chez des brûlés, par exemple. Exactement, c'est uniquement l'épiderme, et effectivement, mais la peau, c'est le derme, l'épiderme, l'hypoderme, etc., et tout ce qu'il y a derrière avec les… Voilà, mais vous avez parfaitement raison. Voilà, alors il y avait la question des autres pays. Là, je peux faire, sans vouloir être trop long, vous m'arrêtez quand vous voulez, l'expérience. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a eu un excellent travail de thèse qui a été fait par une étudiante de l'EHESS à Paris sur la transplantation faciale et sur la posture de part et d'autre du Channel, donc en Angleterre et en France. On sait très bien que un collègue anglais, dès les années 2002, revenant d'un travail de recherche aux États-Unis, dit « Je vais faire de la transplantation une greffe de visage ». Et en définitive, ça n'a jamais été autorisé. Le Royal College of Surgery n'a jamais autorisé les greffes de visage en Angleterre. Il y a des choses intéressantes. Tout à l'heure, j'évoquais le rapport entre le donneur et le receveur aux États-Unis. Nous sommes choqués de voir un certain nombre de choses. Je pourrais vous faire part également de l'expérience que j'ai pu avoir à la fois en Chine et au Japon. La deuxième greffe de visage a été réalisée en Chine, mais dans des circonstances, chez les militaires d'ailleurs, dans des circonstances un tout petit peu particulières, chez un patient qui avait été défiguré par un ours et qui habitait au fin fond du nord de la Chine, à plus de je ne sais combien de jours de l'hôpital où il avait été pris en charge et où le traitement immunosuppresseur, ou plutôt la médecine traditionnelle chinoise, s'est substituée au traitement immunosuppresseur et le pauvre en est malheureusement décédé. Et puis, je suis allé en Chine et je suis reparti aussitôt au Japon. Et au Japon, on m'avait demandé de faire une conférence au Japon sur la transplantation. Et j'étais extrêmement surpris d'avoir vu cette conférence totalement boudée par mes collègues japonais, en dépit de l'invitation qu'ils m'avaient faite de la faire. Et simplement parce qu'on sait très très bien que la transplantation au Japon, le corps mort est un corps sacré. Si l'on veut que le corps revienne chez les ancêtres, il faut qu'il soit indemne de tout prélèvement. Et on arrive à ce paradoxe absolument terrible, c'est que les Japonais qui ont besoin, même si les choses évoluent un petit peu, eh bien, on a ce paradoxe où les Japonais vont se faire transplanter en Chine, mais je ne vais pas revenir sur ce type d'histoire. Donc, il y a des lectures de pays à pays qui sont différentes. C'est assez curieux. Il est curieux de voir qu'en Allemagne, il n'y a pas eu de greffe de visage faite, alors qu'il y a eu des greffes de bras qui ont été réalisées en Allemagne. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Une toute ultime question. Dernière question, Jean-Jacques. Oui, j'ai dit que c'était la toute ultime. Qui est le caractère identifiant de la défiguration? C'est un sujet que nous avions abordé en préparant cet entretien. Et peut-être serait-il intéressant que vous puissiez conclure sur ce point qui vous avait motivé, en même temps qu'on nous demande comment vous avez été amené à choisir ce mode d'exercice très particulier, à prendre autant de risques. Qu'est-ce qui a décidé de la vocation du chirurgien maxillofacial que vous êtes, alors que tant d'autres ne se lancent pas dans des premières chirurgicales aussi osées, avec une réflexion philosophique et éthique aussi profonde en arrière-plan? Je crois que la réponse à votre question, enfin, pour ce qui concerne la démarche personnelle, c'est peut-être, mais c'était très, très prétentieux de ma part de le dire, c'est que peut-être qu'effectivement, tout mon cheminement, le long de mes études, des rencontres que j'ai pu faire, c'est effectivement dans se faire sien l'autre, le regard porté sur le défiguré et le souci
d'aller au-delà de la défiguration et d'aller chercher l'individu au-delà de la défiguration et de lui dire, eh bien voilà, de prendre en compte sa demande, sa souffrance et de tout faire pour essayer d'aider. D'autant que dans la formation que j'ai pu avoir et dans mon cheminement, alors même s'il y a eu beaucoup de chance par les rencontres, c'est la traumatologie au départ qui a ponctué les choses. Et la traumatologie, c'est vraiment l'accident brutal qui intervient. Et dans la traumatologie, il y a eu aussi les traumatismes balistiques. Dans un département où il y a beaucoup de chasseurs et où il n'y a pas de ferme, où il n'y a pas le fusil de chasse qui est au-dessus de la cheminée, et quelquefois des gens qui un petit peu frustrent font des tentatives de suicide en se tirant un coup de fusil dans le visage. Et puis il y a eu aussi, à travers des lectures, notamment le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, la rencontre avec les patients porteurs de cancer, à une période où la chirurgie était une chirurgie d'amputation du mal et où très très vite j'ai pris la mesure qu'il y avait là quelque chose à faire pour restaurer une figure à la personne dont le visage avait été détruit par la tumeur ou que le chirurgien avait effectivement défiguré. Voilà, c'est ce cheminement qui explique avec, oui, une prise, comment dirais-je, oui, une réflexion, mais une réflexion qui se poursuit, une réflexion qui se poursuit en se disant, ben voilà, ce que nous faisons aujourd'hui est encore insuffisant. L'allotransplantation au niveau du visage, oui, ça a été une étape, mais je dis souvent que ce sera une courte parenthèse dans l'histoire de la chirurgie et que maintenant notre devoir, c'est d'inventer peut-être une chirurgie qui aura une dimension biologique beaucoup plus forte et qui est une chirurgie régénérative qui nous permettra d'accompagner notre propre, à chaque fois si vous voulez, et même à travers l'allotransplantation, l'important c'est d'aider la personne à se réidentifier, à se reconstruire. Nous sommes là, nous, que des petits instruments où nous apportons une petite brique, mais c'est à la personne de se... Voilà. Mais je suis peut-être pas très clair et je ne réponds peut-être pas. En tout cas, merci pour Vous cette êtes tout à fait, humilité. vous êtes tout à fait clair. Marie-Thérèse, Alain Noël, à vous. Je vais passer la parole à Alain Noël, mais je trouve que c'est très intéressant puisque la semaine dernière, nous avons entendu parler de renaissance à travers le phénomène de la transition. Et aujourd'hui, nous entendons parler de renaissance à travers la greffe de visage, toutes ces formes de renaissance qui nous permettent, comme vous le disiez tout à l'heure, de s'accepter perpétuellement changeant. Et ça me fait, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais venir à l'esprit le visage de cette vieille femme que vous nous avez montré à la fin. Je crois qu'il y aurait eu aussi beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais le temps nous est compté. Alain Noël. Tu mets ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Voilà, je voudrais remercier chaleureusement Bernard de Vauchel de cet exposé qui nous a emmenés sur des terrains, à partir de la technique, sur des terrains qui sont ceux de l'éthique, de la morale et du progrès scientifique et du progrès humain. Et je repense à une citation d'Henri Bergson que Bernard de Vauchel a fait dans son livre Faire face, faire visage et qui me semble s'appliquer parfaitement à lui. Henri Bergson parlait de Claude Bernard et disait qu'il avait fait de grandes découvertes et que c'est seulement après les avoir fait qu'il s'était posé la question de savoir comment il fallait s'y prendre pour faire de grandes découvertes. Eh bien, à travers les quelques relations qui n'ont pas été évoquées entre Bernard de Vauchel et les autres équipes qui font des transplantations du Comité national d'éthique, il y a également ce problème. Il faut d'abord faire, même si on n'a pas la réponse, même si l'éthique ne donne pas la réponse à toutes les questions. Il n'empêche qu'il faut faire d'abord, il faut agir et il faut en même temps se poser des questions. Et se poser des questions, c'est très maçonnique cela, après l'action qui a été faite pour vérifier si l'action qui a été faite est bien en corrélation avec ce que l'on pensait de l'éthique. Et éventuellement corriger le chemin qu'on a choisi. Voilà, grand merci Bernard de Vauchel de cet exposé. Grand merci d'avoir passé la soirée avec nous. Et je redonne la parole à Marie-Thérèse pour qu'elle nous présente. Voilà, simplement pour vous dire que la semaine prochaine, nous aurons une conférencière qui sera Corinne Drescher-Lenoir. Alors, Corinne Drescher-Lenoir est franc-maçonne et après avoir entendu parler de Renaissance à travers différents éléments, eh bien, nous entendrons parler de Renaissance
en maçonnerie et de la voie de la maçonnerie, du maçon vers l'autre, du regard du maçon, etc. Et je suis bien certaine que Corinne saura nous passionner aussi, parce qu'elle est elle-même passionnée par toutes ces questions-là. Voilà. Merci à Nadine, merci Jean-Jacques, merci Jean-Robert, et merci infiniment à tous d'avoir été là encore avec nous ce soir. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci Bernard, vraiment, si vous me permettez cette familiarité. C'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir à Au tous. revoir. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir.